Dans cette vidéo émouvante, une serveuse attentionnée se met en quatre pour aider un homme à retrouver son portefeuille perdu sans savoir qu'il s'agit d'un milliardaire en mission importante. Découvrez cette histoire vraie et inspirante, empreinte d'honnêteté, de gentillesse et de rencontres inattendues qui révèle le pouvoir de la compassion dans la vie quotidienne. Découvrez la surprise lorsque la nature généreuse et humble de l'homme se révèle, montrant comment de petits actes de gentillesse peuvent mener à des moments extraordinaires. Le cliquetis des assiettes en céramique contre les tables en formica usées créait une symphonie que Marcus Miller n'avait jamais remarquée auparavant. À 38 ans, il dirigeait des conseils d'administration valant des milliards, orchestrait des fusions qui ont remodelé des industries entières et possédait des propriétés sur 3 continents. Mais ici, au Mel's Corner Diner, à la périphérie du centre-ville, entouré du bourdonnement des néons et du grésillement du bacon sur une vieille plaque chauffante, il ressentait quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des décennies. Il se sentait invisible, et pour la première fois depuis des années, cette invisibilité était exactement ce dont il avait besoin. La pluie martelait les fenêtres du restaurant avec une fureur implacable, chaque goutte étant une balle liquide contre la vitre. Marcus regardait la tempête, son reflet fantomatique dans l'obscurité humide au-delà. 24 heures plus tôt, il était Marcus Miller, le magnate de la technologie dont le nom figurait en couverture des magazines Fortune et Forbes. Aujourd'hui, il n'était qu'un homme parmi d'autres, vêtu d'une veste en cuir usé, sirotant une tasse de café refroidi depuis 1 heure. Les événements qu'il avait conduits ici se rejouaient dans son esprit comme un disque rayé. La confrontation dans la salle du conseil qui avait brisé sa confiance en tous ceux qui l'entouraient. La découverte que ses plus proches conseillers, des personnes qu'il considérait comme sa famille, l'avaient systématiquement trahi pendant des mois. La prise de conscience que tout son entourage ne le considérait pas comme une personne, mais comme un compte bancaire ambulant à exploiter. Le poids de cette trahison pesait lourdement sur sa poitrine, une douleur constante qu'aucun succès ne pouvait atténuer. Son téléphone vibrait sans cesse sur la table à côté de lui, chaque notification lui rappelant l'empire qu'il avait quitté quelques heures plus tôt. 17 appels manqués de son assistant, 43 messages non lus des membres du conseil d'administration et d'innombrables alertes des médias qui spéculaient déjà sur sa disparition soudaine de l'Assemblée des actionnaires. Il les ignora tous. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Marcus Miller était hors réseau. Et le silence était à la fois terrifiant et libérateur. Le restaurant lui-même était une relique d'une autre époque, le genre d'endroit qui existait entre les autoroutes et les centres commerciaux, oubliés par le monde numérique qui l'avait rendu riche. Des banquettes en vinyle rouge, craquelées par le temps, tapissaient les murs, leur surface rapiécée avec du ruban adhésif argenté qui reflétait la lumière des plafonniers. Le sol, en linoléum, portait les traces de décennies de passage, et la machine à café, derrière le comptoir, sifflait et gargouillait comme un vieil homme atteint de pneumonie. C'était l'antithèse de tout ce qui avait entouré Marcus au cours des 2 dernières décennies, et d'une certaine manière, cela rendait l'endroit parfait. Il avait délibérément choisi cet endroit, attiré par son anonymat et son éloignement des tours de verre du centre-ville. Ici, personne ne reconnaissait son visage vu dans les magazines ou les journaux économiques. Ici, il n'était pas le plus jeune milliardaire autodidacte de l'histoire de la technologie. Il n'était qu'un client parmi d'autres, cherchant à s'abriter de la tempête, au sens propre comme au figuré. La serveuse qui le servait se déplaçait avec une efficacité rodée parmi la poignée de clients nocturnes. Elle était jeune, probablement au début de la vingtaine, avec des cheveux auburn tirés en arrière en une queue de cheval désordonnée et des yeux qui dégageaient une chaleur que Marcus n'avait pas rencontrée depuis des années. Son badge indiquait « Sophie ». Et, contrairement aux politesses calculées qu'il recevait des employés et des associés, son sourire semblait sincère, naturel. Elle avait rempli son café 3 fois sans qu'il le lui demande, sans jamais lui donner l'impression de le presser, alors qu'il occupait la table du coin depuis des heures. Lorsque d'autres clients se montraient exigeants ou impatients, elle les traitait avec une grâce qui témoignait d'une expérience supérieure à son âge. Il y avait quelque chose dans son attitude, une force tranquille qui rappelait à Marcus sa grand-mère, la femme qu'il avait élevée après la mort de ses parents dans un accident de voiture lorsqu'il avait 12 ans. Sa grand-mère avait également été serveuse, travaillant 2 fois plus dans un restaurant routier pour nourrir sa famille et leur offrir un toit. Elle lui avait enseigné la valeur du travail acharné, l'importance de traiter chacun avec dignité, quelle que soit sa condition sociale. Ces leçons l'avaient guidé pendant ses jeunes années, pendant les nuits épuisantes passées à coder dans sa chambre d'étudiant, pendant les mois difficiles où sa start-up ne vivait que de sa détermination et de nouilles instantanées.
Mais à un moment donné, le succès l'avait éloigné de ses principes. Plus il gravissait les échelons, moins il entretenait de relations humaines authentiques. Son monde était désormais peuplé de personnes qui le considéraient comme une opportunité, une ressource à exploiter. La trahison qui l'avait conduit ici ce soir-là n'était pas seulement une question d'argent ou d'affaires, c'était la prise de conscience accablante qu'il s'était laissé isoler au point de ne plus pouvoir faire la différence entre les relations authentiques et la manipulation calculée. Marcus sortit son portefeuille de sa veste pour payer son café, ses doigts se dirigeant automatiquement vers le portefeuille en cuir qui l'accompagnait depuis plus de 10 ans. Le portefeuille en lui-même n'avait rien de remarquable, un simple modèle en cuir noir qui portait les traces subtiles d'une utilisation quotidienne. Mais son contenu représentait le poids de son identité. Des cartes de crédit qui pouvaient acheter de petits pays, des papiers d'identité qui ouvraient des portes à travers le monde et une seule photo glissée derrière son permis de conduire, une photo de sa grand-mère prise la semaine avant son décès, 5 ans auparavant. Il posa un billet de 20 $ sur la table, bien plus que nécessaire pour régler l'addition modeste, et se leva pour partir. La pluie s'était intensifiée, transformant le parking en un lac peu profond qui reflétait les enseignes lumineuses des commerces voisins. Il serra sa veste contre lui pour se protéger du froid et s'engagea dans la tempête, sentant immédiatement l'eau glacée imprégner ses chaussures. Ce n'est qu'une fois arrivé à sa voiture, une modeste berline qu'il avait louée sous un faux nom, qu'il se rendit compte de son erreur. La poche de sa veste, celle qui contenait son portefeuille quelques instants auparavant, était vide. La panique l'envahit non pas à cause de l'argent ou des cartes de crédit, mais à cause de cette photo. C'était la seule photo qu'il avait de sa grand-mère, le dernier lien tangible avec la femme qui avait façonné l'homme qu'il était censé être. Il revint sur ses pas, frénétiquement, fouillant le sol entre sa voiture et l'entrée du restaurant. La pluie rendait la visibilité presque impossible, et la surface inégale du parking était traîtresse dans l'obscurité. Ses mains tremblaient tandis qu'il balayait l'asphalte mouillé, cherchant la moindre trace du portefeuille disparu. Rien. L'intérieur du restaurant était étouffant après le froid glacial de l'extérieur. Marcus se tenait dans l'embrasure de la porte, de l'eau coulant de ses vêtements sur le linoléum usé, ses yeux scrutant désespérément le sol à la recherche de son portefeuille. Les quelques clients restants levèrent les yeux de leur assiette avec une légère curiosité avant de reprendre leur conversation. Les néons semblaient plus agressifs maintenant, plongeant tout dans une lueur jaune maladive qui rendait sa recherche encore plus désespérée. Sophie remarqua immédiatement sa détresse. Elle était en train de débarrasser une table voisine lorsqu'elle le vit debout, trempé et frissonnant, le visage marqué par une panique à peine contenue. Sans hésiter, elle posa les assiettes et s'approcha de lui, la voix douce mais inquiète. « Ça va, monsieur ? On dirait que vous avez vu un fantôme. » Marcus lutta pour se ressaisir, conscient qu'il faisait une scène dans ce restaurant tranquille. « Je crois que j'ai perdu mon portefeuille. Je l'avais quand j'ai payé l'addition, mais maintenant, il a disparu. J'ai cherché partout dehors, mais avec cette pluie, sa voix s'éteignit, son ton trahissant son impuissance. L'expression de Sophie se transforma immédiatement en une expression de compréhension et de détermination. « Ne vous inquiétez pas, nous allons le retrouver. Laissez-moi d'abord vérifier autour de votre table, puis nous élargirons nos recherches à partir de là. » Elle se dirigea d'un pas décidé vers la table d'angle où il avait passé la soirée, ses yeux scrutant chaque surface, chaque fissure dans le revêtement en vinyle. Ce qui frappa Marcus, ce n'était pas seulement sa volonté de l'aider, mais la sincère inquiétude dans sa voix. Il n'y avait aucun calcul derrière son offre, aucune évaluation de ce qu'elle pourrait gagner en aidant un inconnu. C'était simplement de la gentillesse humaine, celle dont il avait oublié l'existence dans son monde de salles de réunion et d'affaires. Sophie se mit à quatre pattes à côté de la banquette, utilisant la lampe torche de son téléphone pour scruter les ombres sous la table. Son uniforme serait sans doute sale après cela, mais elle ne se souciait pas de son apparence et fouillait méthodiquement toutes les cachettes possibles. Marcus l'observait travailler, éprouvant un mélange de gratitude et de honte. À quand remontait la dernière fois où quelqu'un s'était donné tant de mal pour l'aider sans rien attendre en retour ? « Je l'ai trouvé !» La voix de Sophie trahissait une note de triomphe lorsqu'elle émergea de sous la banquette, brandissant son portefeuille comme un trophée. « Il a dû tomber quand vous vous êtes levé. Ces vieilles banquettes ont des interstices dans les coussins qui pourraient engloutir une petite voiture. » Marcus fut envahi par un sentiment de soulagement lorsqu'il prit le portefeuille des mains de Sophie et vérifia immédiatement si la photo s'y trouvait. Elle était là, bien à l'abri derrière son permis de conduire, le sourire de sa grand-mère immortalisé à jamais dans des couleurs fanées. Il leva les yeux vers Sophie, cette jeune femme qui venait de sauver la chose la plus précieuse à ses yeux, et réalisa qu'il était témoin d'un événement rare et magnifique.
Il était témoin d'un acte de bonté authentique. « Je ne sais comment vous remercier, dit-il, la voix chargée d'émotion. Ce portefeuille contient quelque chose d'irremplaçable. Vous n'avez pas idée de ce que cela représente pour moi. » Sophie sourit, époussetant son uniforme avec une efficacité acquise par l'habitude. « Ne m'en parlez pas. Je sais ce que c'est que de perdre quelque chose d'important. Et puis, c'est ce que n'importe qui aurait fait, non ?» Le fait qu'elle minimise ainsi sa propre gentillesse ne fit que la rendre plus remarquable aux yeux de Marcus. D'après son expérience, les personnes qui accomplissaient des actes de charité sincères minimisaient rarement leurs actions. Elles s'attendaient généralement à être reconnues, remerciées ou récompensées. Alors que Marcus s'apprêtait à repartir, il se surprit à hésiter. Cette brève rencontre lui avait montré quelque chose qu'il croyait disparu du monde, ou du moins de son univers. Le simple geste de gentillesse de Sophie avait ouvert en lui quelque chose qui était resté scellé pendant des années. Pour la première fois depuis qu'il avait découvert la trahison de ses conseillers, il ressentait une lueur d'espoir. Mais plus que cela, il sentit naître une idée qui remettrait en question tout ce qu'il croyait savoir sur la nature humaine, sur le caractère authentique et sur la possibilité de trouver une bonté authentique dans un monde de plus en plus cynique. Le poids du portefeuille dans les mains de Marcus semblait différent maintenant, plus lourd en quelque sorte, comme si la gentillesse de Sophie lui avait donné une nouvelle signification. Il resta là, sous la lumière crue des néons du restaurant, la regardant reprendre son travail avec la même efficacité discrète dont elle avait fait preuve toute la soirée. Elle se déplaçait entre les tables, remplissant les tasses de café et débarrassant les assiettes, traitant chaque client avec la même chaleur sincère qu'elle lui avait témoignée. Il n'y avait aucune fanfare dans ses gestes, aucune attente de reconnaissance ou de récompense. Elle faisait simplement ce qui devait être fait, avec une grâce qui témoignait de son caractère plutôt que d'un calcul. Marcus se surprit à l'observer plus attentivement, remarquant des détails qui lui avaient échappé pendant les heures qu'il avait passées à ruminer dans le coin du restaurant. La façon dont elle se souvenait des préférences de chaque client sans les noter. Comment elle anticipait les besoins avant qu'ils ne soient exprimés, apportant des serviettes supplémentaires aux camionneurs dont le sandwich était en désordre, remplaçant discrètement le distributeur de sucre vide à la table 6. Ces interactions n'étaient ni théâtrales ni scénarisées. Elles découlèrent de quelque chose de plus profond, quelque chose dont Marcus avait presque oublié l'existence dans la nature humaine. La tempête à l'extérieur ne semblait pas vouloir s'apaiser et Marcus se rendit compte qu'il n'était pas pressé d'y retourner. Pas la tempête physique qui frappait les fenêtres, mais la tempête de sa vie professionnelle qui l'attendait au-delà de ce sanctuaire. Son téléphone continuait de vibrer sans relâche, chaque vibration lui rappelant la crise qu'il avait abandonnée. Les membres du conseil d'administration s'agitaient, les avocats élaboraient des stratégies et les analystes financiers spéculaient sur son départ soudain de l'Assemblée des actionnaires. Mais pour la première fois depuis des mois, Marcus ne ressentait aucune obligation de répondre à leurs demandes. La trahison qui l'avait conduit ici avait rompu plus que des relations professionnelles. Elle avait coupé les chaînes invisibles qui le liaient à un monde où chaque interaction était transactionnelle, où chaque gentillesse avait un prix. Le simple geste de Sophie, qui s'était glissée sous une cabine sale pour trouver le portefeuille d'un inconnu, lui avait rappelé quelque chose qu'il pensait avoir perdu à jamais. La possibilité d'une bonté humaine authentique. L'idée qui avait germé dans son esprit commençait à prendre forme. Pendant des années, il avait été entouré de personnes qui lui disaient ce qu'il voulait entendre, qui calculaient chacun de leurs mots et chacun de leurs gestes pour en tirer le maximum d'avantages. Sa richesse était devenue une barrière entre lui et les relations humaines authentiques, attirant ceux qui voyaient une opportunité plutôt que la personne derrière la fortune. Mais que se passerait-il s'il pouvait supprimer cette barrière et s'il pouvait découvrir qui étaient vraiment les gens lorsqu'il n'avait aucune idée de sa situation financière ? Marcus avait bâti son empire en comprenant le comportement humain, en prédisant les réactions du marché et la psychologie des consommateurs. Mais quelque part en chemin, il avait perdu le contact avec la nature humaine individuelle, avec les petits gestes de gentillesse et de cruauté qui révélaient le vrai caractère. Sans le savoir, Sophie lui avait donné un aperçu de quelque chose de pur, de quelque chose qui n'était pas contaminé par la connaissance de sa richesse ou de son statut. Et cet aperçu avait donné naissance à une idée à la fois brillante et terrifiante dans ses implications. Il regarda Sophie s'approcher d'une table où un homme âgé était assis seul, mangeant méthodiquement une part de tarte aux pommes. Les mains de l'homme tremblèrent légèrement lorsqu'il portait la fourchette à sa bouche, et Marcus remarqua que Sophie stabilisait discrètement sa tasse de café lorsqu'elle la remplissait afin d'éviter tout risque de renversement.
Elle s'attarda un instant, lui posant des questions sur sa famille, écoutant sa réponse avec un intérêt sincère plutôt qu'une tolérance polie. Lorsqu'elle s'éloigna, le visage du vieil homme affichait une chaleur qui n'était pas là auparavant. Cette scène cristallisa quelque chose pour Marcus. Dans un monde de plus en plus défini par les interactions numériques et l'intelligence artificielle, par les algorithmes et les points de données, Sophie représentait quelque chose d'irremplaçable. Elle possédait ce qu'aucune technologie ne pouvait reproduire, une empathie humaine authentique, la capacité de voir au-delà des apparences et de répondre à la personne plutôt qu'au personnage. Son téléphone vibra à nouveau, cette fois-ci avec un appel de son chef de la sécurité. Marcus avait disparu depuis plus de 6 heures et les gens commençaient à paniquer. Il refusa l'appel, mais cette interruption lui rappela que son absence ne passerait pas inaperçue indéfiniment. Bientôt, sa disparition ferait la une des journaux. Des équipes de recherche seraient organisées, les images de vidéosurveillance seraient analysées et son anonymat soigneusement construit s'évaporerait. Mais c'était peut-être exactement ce dont il avait besoin. L'idée qui prenait forme dans son esprit nécessitait du temps, de la planification et surtout un secret absolu. Il ne pouvait pas la mettre en œuvre en tant que Marcus Miller, le magnate milliardaire de la technologie dont le visage ornait les couvertures des magazines et dont chaque geste était scruté par les médias financiers. Il allait devoir devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un d'assez ordinaire pour passer inaperçu dans le monde, d'assez banal pour rencontrer un comportement humain authentique. Sophie passa à nouveau devant sa table et Marcus prit une décision qui allait changer leur vie à tous les deux pour toujours. Il se leva et s'approcha du comptoir où elle rangeait les reçus des recettes de la soirée. De près, il pouvait voir la fatigue dans ses yeux, le genre de lassitude profonde qui vient du fait d'avoir plusieurs emplois pour joindre les deux bouts. Son uniforme, bien que propre et repassé, montrait de subtils signes d'usure qui témoignaient de contraintes financières. Les chaussures qu'elle portait étaient pratiques plutôt qu'à la mode, choisies pour leur confort pendant les longues journées de travail plutôt que pour leur style. « Excusez-moi », dit Marcus, sa voix trahissant une nervosité qui le surprit. Pour un homme qui s'adressait régulièrement à des milliers de personnes et négociait des contrats valant des milliards, aborder une jeune serveuse n'aurait pas dû être intimidant. Mais quelque chose dans la nature authentique de Sophie le rendait profondément conscient de son propre artifice, de son image publique soigneusement construite. Elle leva les yeux de ses reçus, le même sourire chaleureux illuminant son visage. « Vous avez besoin d'autre chose ? Encore du café pour la route ? » « En fait, je voulais vous demander quelque chose, » commença Marcus, puis il s'interrompit, ne sachant pas comment poursuivre. La question qu'il voulait poser était complexe, chargée d'implications qu'il ne pouvait pas encore expliquer. « Croyez-vous que les gens sont fondamentalement bons ou mauvais ?» Sophie cligna des yeux, ne s'attendant manifestement pas à une question aussi philosophique de la part d'un client à minuit dans un restaurant routier. Mais elle réfléchit sérieusement à la question, fronçant les sourcils. « C'est une question difficile à cette heure de la nuit, dit-elle en riant doucement. Mais je pense que les gens sont généralement bons au fond d'eux-mêmes. Parfois, les circonstances les poussent à agir mal ou la peur les rend égoïstes. Mais je pense que la plupart des gens veulent te faire ce qui est juste si on leur en donne l'occasion. » Sa réponse fut immédiate et spontanée, prononcée avec la conviction de quelqu'un qui avait sincèrement réfléchi à la question auparavant. Ce n'était pas la réponse cynique à laquelle Marcus était habitué de la part de ses associés, qui voyaient en la nature humaine à travers le prisme de la concurrence commerciale et de la guerre des entreprises. La vision du monde de Sophie était d'un optimisme rafraîchissant, non entaché par les trahisons et les déceptions qui avaient endurci sa propre perspective. « Qu'est-ce qui vous rend si sûr ?» insista Marcus, sincèrement curieux de connaître les fondements de sa foi en l'humanité. Sophie jeta un coup d'œil autour du restaurant, son regard s'attardant sur la poignée de clients restants. En travaillant ici, on voit des gens à toute heure, dans toutes sortes de situations, des camionneurs fatigués qui laissent quand même des pourboires qu'ils ne peuvent pas se permettre parce qu'ils savent ce que c'est que de se battre. Des hommes d'affaires qui ont l'air importants mais qui vous traitent comme si vous étiez invisible et d'autres qui vous demandent comment s'est passée votre journée et écoutent vraiment la réponse. Des étudiants qui partagent leurs 5 derniers dollars avec un sans-abri. Je suppose qu'on apprend à reconnaître la différence entre les gens qui sont sincèrement gentils et ceux qui font seulement semblant de l'être. Ces mots frappèrent Marcus avec une force inattendue. Comportement fin contre authenticité. C'était le combat central de sa vie d'adulte, la tension constante entre la personnalité publique qu'il était devenu et la personne dont il se souvenait avoir été.
Sophie avait identifié le cœur du problème avec une clarté remarquable et sa capacité à distinguer la gentillesse sincère de la gentillesse feinte suggérait une sagesse supérieure à son âge. « Et dans quelle catégorie pensez-vous que je me situe » demanda Marcus, la question lui échappant avant qu'il ne puisse s'en empêcher. Sophie étudia son visage pendant un moment, l'air pensif et bienveillant. « Je pense que tu es quelqu'un qui a oublié comment être sincère, » dit-elle doucement. « Comme si tu jouais un rôle depuis si longtemps que tu ne sais plus qui tu es. Vraiment. Mais ce soir, quand tu ne trouvais pas ton portefeuille, j'ai vu quelque chose de vrai. De la peur, oui, mais aussi de la vulnérabilité. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut simuler. » Son observation était si juste, si précisément formulée, que Marcus se sentit exposé d'une manière qui n'avait rien à voir avec son portefeuille disparu. Elle avait vu à travers son apparence soigneusement construite pour découvrir quelque chose d'essentiel, quelque chose qu'il cachait même à lui-même. Cette prise de conscience était à la fois troublante et libératrice. L'horloge du restaurant sonna minuit et Sophie commença la routine de fermeture avec une efficacité bien rodée. Marcus savait qu'il devait partir, retourner à sa voiture de location et à la nuit pluvieuse qui l'attendait. Mais l'idée qui avait germé dans son esprit exigeait maintenant qu'il passe à l'action. Et il se surprit à faire une proposition qui allait tout mettre en mouvement. « J'ai une proposition à vous faire », dit-il d'une voix grave qui fit interrompre Sophie dans son nettoyage. « Et si je vous disais que je peux vous offrir une opportunité qui changerait votre vie, seriez-vous intéressé d'en savoir plus ?» L'expression de Sophie changea, la méfiance remplaçant la chaleur pour la première fois de la soirée. « Monsieur, je ne sais pas de quel genre d'opportunité vous parlez, mais je ne suis pas ce genre de fille. Et ce n'est pas ce genre d'endroit. » Marcus comprit immédiatement comment ces paroles avaient été interprétées et sentit son visage rougir d'embarras. « Non, non, rien de tout cela. Je parle d'une opportunité d'emploi, une proposition commerciale légitime. » Il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. « Je travaille pour une entreprise spécialisée dans la compréhension du comportement humain, dans l'étude de la manière dont les gens interagissent dans différentes situations. Nous avons besoin de quelqu'un qui possède vos compétences particulières, votre capacité à lire les gens et à réagir de manière authentique. » Cette explication était vraie dans un sens. Marcus travaillait effectivement pour une telle entreprise, il en était le propriétaire. Mais les détails de sa proposition étaient bien trop complexes pour qu'il puisse les expliquer dans un restaurant à minuit. Le scepticisme de Sophie était évident dans son expression et Marcus comprit qu'il allait devoir se montrer plus convaincant s'il voulait qu'elle considère sérieusement son offre. « Écoutez, je sais ce que cela peut vous inspirer, » poursuivit-il. « Un inconnu entre dans votre restaurant, vous l'aidez à retrouver son portefeuille et soudain, il vous propose un emploi. Cela semble trop beau pour être vrai, ce qui est généralement le cas. Mais je suis sérieux. Il existe une entreprise qui a besoin de quelqu'un comme vous, quelqu'un qui sait gérer les situations sociales avec une empathie et une authenticité sincère. » Sophie continua son nettoyage, mais Marcus voyait bien qu'elle l'écoutait, qu'elle réfléchissait à ses paroles malgré ses réserves évidentes. « Quel genre d'entreprise ?» demanda-t-elle finalement. « Le genre qui valorise les relations humaines authentiques par-dessus tout, » répondit Marcus, d'une voix empreinte d'une conviction qui le surprit lui-même. « Nous étudions le comportement des gens lorsqu'ils pensent que personne ne les observe, la façon dont ils traitent les étrangers lorsqu'ils n'ont rien à y gagner. Ce soir, vous avez démontré exactement le type de personnalité que nous recherchons. » Sophie s'interrompit dans son nettoyage du comptoir, son chiffon suspendu en plein mouvement, tandis qu'elle assimilait ses paroles. « On dirait que vous décrivez une sorte d'expérience sociale. Êtes-vous chercheur ou quelque chose comme ça ?» Marcus sentit le poids du moment, sachant que ses prochains mots allaient soit ouvrir une porte, soit la fermer à jamais. « Je représente des personnes qui pensent que la gentillesse authentique se fait de plus en plus rare. Elles veulent de trouver des individus qui la possèdent plus naturellement, sans formation ni incitation. » Il s'appuya contre le comptoir, adoptant une posture délibérément décontractée malgré l'intensité de sa proposition. « Ce que je vous offre, c'est la chance de participer à quelque chose de significatif, quelque chose qui pourrait restaurer la foi en la décence humaine. » Le scepticisme dans les yeux de Sophie n'avait pas diminué, mais Marcus détecta une lueur de curiosité sous sa méfiance. Elle avait fini de nettoyer le comptoir et s'était mise à ranger les condiments, ses gestes automatiques, tandis que son esprit était clairement en proie à des doutes face à son offre. « Combien paie ce mystérieux travail ?» demanda-t-elle, son ton suggérant qu'elle s'attendait à être déçue par la réponse. Marcus s'était préparé à cette question, mais l'ampleur de ce qu'il envisageait le fit tout de même hésiter. La somme qu'il avait en tête était probablement plus importante que tout ce que Sophie avait vu dans sa vie, mais il ne pouvait pas la révéler sans dévoiler sa véritable identité.
Il choisit donc un chiffre suffisamment important pour changer une vie, mais pas trop astronomique pour ne pas éveiller les soupçons. 5 000 $, dit-il en observant attentivement sa réaction. Pour une semaine de travail. Le torchon que Sophie tenait à la main lui échappa et tomba sur le comptoir dans un bruit sourd. Il pouvait voir ses yeux s'écarquiller et Marcus calculait pendant qu'elle assimilait le chiffre. 5 000 $, c'était probablement plus que ce qu'elle gagnait en plusieurs mois au restaurant, suffisamment pour résoudre les difficultés financières qui l'avaient poussé à travailler de nuit dans un établissement routier. 5 000 $ pour une semaine ? Répéta-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Que devrais-je faire exactement pour gagner autant d'argent ? Parce que je vous le dis tout de suite, il y a des choses que je ne ferai pas, peu importe le montant que vous m'offrez. Marcus appréciait sa prudence, même si cela compliquait sa proposition. Ses limites morales étaient précisément ce qui la rendait parfaite pour ce qu'il avait en tête. Mais elle la rendait également méfiante envers les offres qui semblaient trop généreuses. Il devait fournir suffisamment de détails pour paraître légitime sans révéler la véritable portée de son projet. Rien d'illégal, rien d'immoral, lui assura-t-il. Vous serez placé dans diverses situations sociales où nous pourrons observer comment vous interagissez avec différents types de personnes. Considérez cela comme une méthode de jeu d'acteur, sauf que vous serez simplement vous-même. L'objectif est de documenter la gentillesse humaine authentique en action. Sophie récupéra son chiffon sur le comptoir et reprit son nettoyage, mais Marcus voyait bien que son esprit tournait à toute vitesse. Elle pesait l'offre par rapport à son scepticisme naturel, mettant en balance son besoin évident d'argent et les risques liés au fait de faire confiance à un inconnu avec une proposition inhabituelle. « Qui exactement est nous ?» demanda-t-elle. « Quel est le nom de cette entreprise ?» Marcus avait également anticipé cette question et sa réponse fut fluide malgré l'improvisation nécessaire. « Miller Research Group. Nous sommes spécialisés dans l'analyse comportementale pour les entreprises qui souhaitent comprendre la psychologie des consommateurs et la motivation des employés. » Le nom n'était pas entièrement fictif. Il s'agissait d'une des filiales de son groupe, même si sa fonction réelle était très différente de celle qu'il décrivait. « Et vous êtes tombé par hasard sur ce restaurant ce soir et avez décidé que je serais parfaite pour vos recherches ?» Le ton de Sophie trahissait une incrédulité que Marcus trouvait à la fois frustrante et admirable. « Parfois, les meilleures découvertes sont accidentelles, répondit-il. Votre comportement ce soir, la façon dont vous m'avez aidé sans attendre de récompense, illustre exactement le type de caractère authentique que nos clients veulent comprendre. La plupart des gens auraient indiqué la boîte des objets trouvés et seraient retournés à leurs occupations. Vous vous êtes mise à quatre pattes pour chercher le portefeuille d'un inconnu sous une banquette sale. » Sophie cessa de nettoyer et le regarda droit dans les yeux. « Et cela, son expression sérieuse, vaut 5 000 $ pour votre entreprise ? » La gentillesse authentique devient de plus en plus précieuse dans un monde où tout semble calculé et artificiel, dit Marcus, et il pensait chaque mot. Les entreprises cherchent désespérément à comprendre ce qui motive un service client sincère, une empathie réelle, une connexion humaine authentique. Vous possédez naturellement ces qualités. Le restaurant était devenu silencieux, à l'exception du bourdonnement des unités de réfrigération et du grondement lointain du tonnerre. La tempête à l'extérieur semblait s'éloigner, mais Marcus avait l'impression de s'enfoncer davantage dans un territoire inconnu. Tout son plan dépendait de la réponse de Sophie, de sa volonté de lui faire confiance malgré les circonstances inhabituelles de leur rencontre. « J'aurais besoin d'en savoir plus, » dit finalement Sophie. « Où cela se passerait-il ? En quoi consisteraient exactement ces situations sociales ? Et comment puis-je savoir que vous êtes légitime et que vous n'êtes pas une sorte de prédateur ou d'escroc ? » Ces questions étaient raisonnables, et Marcus comprit qu'il devrait fournir des informations plus concrètes s'il voulait gagner sa confiance. Le défi consistait à élaborer des détails qui satisferaient sa curiosité sans révéler la véritable nature de son identité ou de ses intentions. Les situations seraient tout à fait publiques et sûres, commença-t-il. Il s'agirait par exemple d'interagir avec des clients dans des environnements commerciaux, d'aider des personnes qui semblent avoir besoin d'aide, de réagir à divers scénarios sociaux. Vous seriez observé à distance et tout serait documenté à des fins de recherche. Marcus sortit son téléphone et lui montra le site web professionnel du Miller Research Group avec ses logos d'entreprise et ses références universitaires. Il l'avait créé il y a des années dans un autre but, mais il répondait parfaitement à ses besoins actuels. Voici le site web de notre entreprise. Vous pouvez faire des recherches en ligne, vérifier nos références et même contacter d'anciens participants si vous souhaitez obtenir des références.
Sophie examina attentivement l'écran du téléphone, faisant défiler les pages d'informations qui donnaient l'image d'un organisme de recherche légitime. Marcus observa son visage pendant qu'elle lisait, remarquant que son expression méfiante s'adoucissait progressivement. Le site web était convaincant car il était basé sur une entreprise réelle, même si sa fonction décrite était interprétée de manière créative. Les participants avec lesquels vous avez déjà travaillé, dit Sophie en levant les yeux de son téléphone, ont-ils été satisfaits de leur expérience ? Tout à fait, répondit Marcus en toute sincérité. Il avait déjà travaillé avec des chercheurs en comportement, mais pas dans le contexte qu'il décrivait actuellement. Beaucoup d'entre eux ont trouvé l'expérience enrichissante, voire transformatrice. Ils ont acquis une meilleure compréhension de leur propre personnalité et de leurs schémas comportementaux. Sophie lui rendit le téléphone et reprit ses tâches de fermeture, mais Marcus sentait que sa résistance faiblissait. La combinaison de l'incitation financière et de la curiosité intellectuelle jouait en sa faveur, même s'il savait qu'il faudrait la convaincre davantage avant qu'elle n'accepte de participer. « J'ai des conditions » dit-elle soudainement d'une voix ferme malgré l'incertitude dans ses yeux. « Si j'accepte, je veux tout par écrit. Un contrat qui précise exactement ce que je ferai, où cela se déroulera et quelle protection j'aurai si quelque chose tourne mal. » « Bien sûr, acquiesça immédiatement Marcus. Une documentation professionnelle est la norme pour ce type de recherche. Vous recevrez également les coordonnées des personnes à contacter en cas d'urgence et les protocoles de sécurité. Sophie acquiesça lentement et Marcus vit ses barrières mentales continuer à s'éroder. La perspective de gagner 5 000 $ en une seule semaine était clairement séduisante, mais il sentait que son intérêt allait au-delà de la simple motivation financière. Elle semblait sincèrement intriguée par l'idée d'être étudiée pour sa gentillesse authentique. « Quand cela commencerait-il » demanda-t-elle. « Dès que possible » répondit Marcus. « Nous avons une fenêtre de recherche qui s'ouvre la semaine prochaine et qui serait parfaite pour ce projet. » Le calendrier était une autre invention, mais Marcus ressentait l'urgence de mettre son plan à exécution. Chaque heure où il restait éloigné de ses responsabilités professionnelles augmentait le risque que son absence fasse la une des journaux. Il devait établir sa nouvelle identité et commencer son expérience avant que sa disparition n'attire une attention indésirable. Sophie termina sa routine de fermeture et défit son tablier, le pliant avec le même soin qu'elle avait apporté à toutes les tâches de la soirée. Marcus observait ses mouvements, remarquant la dignité tranquille de ses gestes, même dans les tâches les plus banales. Elle possédait une grâce naturelle qui ne s'apprend ni ne se simule, une qualité qui servirait parfaitement ses objectifs. « J'ai besoin de temps pour y réfléchir », dit-elle finalement. « C'est beaucoup à digérer, et je ne prends pas de décisions importantes à la légère. » Marcus ressentit une vague de déception, mais il s'efforça de rester patient. Insister trop fort ne ferait que renforcer ses soupçons et risquerait de la faire fuir complètement. « Bien sûr, de combien de temps avez-vous besoin ? » « Donnez-moi jusqu'à demain soir, » répondit Sophie. « Je vais faire des recherches sur votre entreprise, réfléchir aux implications, peut-être en parler à quelqu'un en qui j'ai confiance. Si je décide d'aller de l'avant, comment puis-je vous contacter ?» Marcus réalisa qu'il n'avait pas réfléchi à la manière de rester en contact tout en préservant son anonymat. Il ne pouvait pas lui donner son vrai numéro de téléphone ou son adresse e-mail sans risquer de révéler sa véritable identité. À la place, il sortit une carte de visite de son portefeuille, l'une des nombreuses qu'il avait sur lui pour diverses filiales et sociétés écrans. « Voici mes coordonnées directes », dit-il en lui tendant la carte. Michael Miller, coordinateur de recherche senior. Le nom était suffisamment proche de sa véritable identité pour paraître naturel tout en lui permettant de garder une distance nécessaire. « Vous pouvez me joindre à tout moment, de jour comme de nuit. » Sophie prit la carte et l'étudia attentivement, notant son design professionnel et les coordonnées indiquées. « Michael Miller ?» répéta-t-elle, « et vous êtes sûr que c'est légitime ? Parce que je vous le dis tout de suite, si cela s'avère être une sorte d'arnaque élaborée, je ferai en sorte que tout le monde dans les 3 comtés le sache. » Sa menace était sincère, et Marcus se surprit à respecter son instinct protecteur, même si cela compliquait ses plans. « Et c'est tout à fait légitime, » lui assura-t-il. « Vous avez ma parole. » Cette phrase lui semblait étrange. À quand remontait la dernière fois où sa parole avait eu un poids personnel plutôt que l'autorité d'une entreprise ? Dans ses relations commerciales, les promesses étaient soutenues par des contrats et des cadres juridiques. Mais debout dans ce restaurant routier, offrant des garanties à une jeune serveuse qui lui avait témoigné une gentillesse inattendue, Marcus se surprit à donner un sens plus profond à ces mots simples. Sophie rassembla ses effets personnels et se prépara à partir, mais elle s'arrêta à l'entrée du restaurant et se retourna vers lui. « Je peux te poser une question ? Bien sûr. Tout à l'heure, quand tu ne trouvais pas ton portefeuille, tu avais l'air terrifié.
Pas seulement gêné ou frustré, mais vraiment effrayé. Qu'y avait-il de si important là-dedans? La question prit Marcus au dépourvu. Et pendant un instant, il envisagea de détourner la conversation avec une réponse vague sur les cartes de crédit et les papiers d'identité. Mais le regard direct de Sophie et l'intimité inattendue de cette soirée lui donnèrent envie de dire la vérité. Ou du moins une version de celle-ci. Une photo de ma grand-mère, répondit-il doucement. Elle m'a élevé après la mort de mes parents et c'est la seule photo que j'ai d'elle. Elle est décédée il y a quelques années et perdre cette photo aurait été comme la perdre à nouveau. L'expression de Sophie s'adoucit et Marcus vit dans ses yeux une reconnaissance, le regard de quelqu'un qui comprenait la profondeur d'une perte. « Je suis désolée pour votre perte », dit-elle simplement. « Je suis contente que nous l'ayons retrouvée. »« Moi aussi », répondit Marcus, et il le pensait plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. Après le départ de Sophie, Marcus resta encore quelques minutes dans le restaurant réfléchissant aux événements de la soirée et affinant son plan. L'idée, qui n'était au départ qu'une vague notion, prenait désormais forme, motivée par sa rencontre avec une véritable gentillesse humaine et son besoin désespéré d'échapper au réseau de trahison qui avait défini son existence récente. Il deviendrait Michael Miller, un coordinateur de recherche étudiant le comportement humain dans des situations sociales authentiques. Il allait se débarrasser de tous les signes de sa richesse et de son statut, de tout ce qui pouvait influencer la façon dont les gens le traitaient. Et il allait découvrir si la bonté authentique existait encore dans un monde qui semblait de plus en plus motivé par l'intérêt personnel et le calcul. La tempête à l'extérieur était enfin passée, laissant le parking briller sous les néons du restaurant. Marcus sortit dans l'air frais de la nuit, se sentant plus pur et plus déterminé qu'il ne l'avait été depuis des mois. Demain, il commencerait le projet de recherche le plus important de sa vie. Une étude de la nature humaine avec un échantillon de taille unique, une serveuse extraordinaire qui lui avait rappelé à quoi ressemblait la gentillesse authentique. Alors qu'il s'éloignait du Mel's Corner Diner, Marcus Miller commença à planifier sa transformation en Michael Miller, sans se douter que cette expérience sur la nature humaine remettrait en question tout ce qu'il croyait savoir sur la confiance, l'authenticité et la véritable valeur de la richesse. L'homme d'affaires qui avait perdu foi en l'humanité était sur le point de découvrir si cette foi pouvait être restaurée par le simple fait de vivre comme une personne ordinaire dans un monde extraordinaire. La transformation commença dès que Marcus franchit la porte de son penthouse en centre-ville le lendemain matin. L'espace, qui avait autrefois représenté l'apogée de son succès, lui semblait désormais être le mausolée de son ancienne vie. Les baies vitrées offraient une vue imprenable sur les toits de la ville. Mais Marcus se surprit à ne pas regarder les tours scintillantes en contrebas, mais son propre reflet dans la vitre. L'homme qui le regardait en retour ne ressemblait guère au magnate sûr de lui, qui avait fait la couverture des magazines et régnait dans les salles de réunion. Cet homme semblait vide, incertain, comme si les événements des dernières 24 heures avaient effacé tout ce qu'il pensait savoir sur lui-même. Son téléphone était posé en silence sur le comptoir en marbre de la cuisine, son écran éteint pour la première fois depuis des années. Le flux constant de notifications qui avait autrefois défini son existence avait été délibérément interrompu. Plus d'emails urgents de la part de cadres supérieurs, plus d'alertes sur les fluctuations du marché, plus de rappels de réunions qui allaient bouleverser les industries. Le silence était à la fois libérateur et terrifiant, comme se tenir au bord d'une falaise et réaliser que l'on peut soit tomber, soit apprendre à voler. Marcus parcourut méthodiquement son appartement, rassemblant les objets qui soutiendraient sa nouvelle identité. Les costumes de créateurs furent remplacés par des vêtements achetés dans des grands magasins sans étiquette ni logo qui pourraient trahir son véritable statut. Sa Rolex disparut dans un coffre-fort, remplacé par une simple montre numérique qui aurait pu appartenir à n'importe qui. Les cartes de crédit liées à ses comptes personnels furent mises en sécurité, remplacées par des cartes prépayées chargées de montants modestes qui l'obligeraient à vivre dans des contraintes financières soigneusement construites. Le processus de démantèlement de son identité publique s'avéra plus complexe que le simple changement de garde-robe. Chaque aspect de sa vie avait été soigneusement orchestré pour projeter une image de succès et d'autorité. Sa voiture, son adresse, sa manière de parler, même sa posture avaient été façonnés par des décennies de richesse et de pouvoir. Devenir Michael Miller allait l'obliger à désapprendre des comportements qui étaient devenus une seconde nature, à se débarrasser des marqueurs inconscients de privilèges qui le séparaient des gens ordinaires.
Il s'entraînait devant le miroir de la salle de bain, ajustant sa posture et son expression. L'attitude confiante qui imposait le respect dans le monde de l'entreprise devait être remplacée par quelque chose de plus humble, de plus accessible. Il étudiait son reflet, remarquant à quel point de petits changements dans sa posture et son expression faciale pouvaient modifier radicalement la perception qu'on avait de lui. Les épaules légèrement voûtées au lieu d'être droites, le regard interrogateur plutôt qu'autoritaire, un sourire qui cherchait à obtenir l'approbation plutôt qu'à la donner. L'appartement lui-même devint un laboratoire pour sa transformation. Il répétait des conversations avec des collègues imaginaires, s'entraînait à commander un café sans attendre inconsciemment qu'on lui témoigne du respect. Essayait de prendre les transports en commun plutôt que sa voiture, chaque exercice révélait de nouveaux défis dans sa tentative de devenir ordinaire. Comment les gens qui ne disposaient pas de ressources illimitées prenaient-ils des décisions sur où manger, quoi porter? Comment dépenser leur temps et leur argent limité? Son premier test eut lieu dans un café situé à 6 pâtés de maison de son appartement terrasse. Marcus était passé devant cet établissement des centaines de fois, mais n'y était jamais entré. La clientèle se composait d'étudiants penchés sur leurs ordinateurs portables, de professionnels venus prendre une dose rapide de caféine et de retraités lisant le journal à de petites tables. Il se mit dans la file derrière une jeune femme jonglant avec des manuels scolaires et un sac à dos usé dont les vêtements étaient clairement choisis pour leur confort et leur durabilité plutôt que pour leur style. Lorsque son tour est arrivé, Marcus s'est retrouvé face à un choix difficile. Dans sa vie antérieure, ses assistants s'occupèrent de ses décisions banales où il fréquentait des établissements où ses préférences étaient déjà connues. Maintenant, face à un large choix et à un barista qui attendait avec impatience, il se sentait vraiment indécis. Les prix lui semblaient à la fois raisonnables et élevés, selon son point de vue. En tant que Michael Miller, 5 $ pour une boisson spéciale représentait une dépense importante. En tant que Marcus Miller, cela ne valait guère la peine d'être mentionné. Il commanda un simple café noir et paya en espèces, remarquant que l'attitude du barista restait neutre. Aucune reconnaissance particulière, aucune déférence subtile, aucun calcul des avantages potentiels de leur interaction. Il n'était qu'un client parmi tant d'autres dans un flux incessant d'amateurs de caféine et cet anonymat lui semblait à la fois étrange et rafraîchissant. Trouvant une place près de la fenêtre, Marcus observa les autres clients d'un œil nouveau. C'étaient les personnes que ces entreprises servaient, les consommateurs dont le comportement guidait les études de marché et le développement des produits. Mais assis parmi eux, comme un égal, plutôt que de les observer de haut, il commença à remarquer des détails qui avaient échappé à son attention pendant des années d'analyse d'entreprise. La façon dont l'étudiante comptait soigneusement ses pièces avant de faire son achat, l'homme d'affaires qui s'attardait sur son journal pour éviter de retourner au travail, le couple de personnes âgées partageant une seule pâtisserie tout en se tenant la main par-dessus leur petite table. Chaque interaction révélait des niveaux de complexité humaine que ses recherches en entreprise avaient réduits à des données démographiques et à des habitudes d'achat. L'étudiante n'était pas seulement un marché cible pour des produits bon marché. C'était quelqu'un qui conciliait études et survie financière, faisant des sacrifices qui façonneraient son avenir. L'homme d'affaires n'était pas simplement un consommateur de produits de commodité. C'était quelqu'un qui cherchait de petits moments de paix dans ce qui semblait être une existence stressante. Marcus passe 3 heures dans ce café à observer et à apprendre. Lorsqu'il finit par partir, il emporta avec lui une compréhension plus profonde de ce que son expérience allait exiger. Devenir Michael Miller ne consistait pas seulement à changer d'apparence ou à adapter son comportement. Cela exigeait qu'il modifie fondamentalement sa perspective sur les interactions humaines, qu'il apprenne à voir les gens comme des individus plutôt que comme des segments de marché. L'appartement qu'il loua pour sa nouvelle identité contrastait fortement avec son penthouse. Situé dans un quartier populaire à 40 minutes du centre-ville, l'espace était petit, fonctionnel et tout à fait ordinaire. Une chambre, une salle de bain, une cuisine à peine assez grande pour 2 personnes et un salon pouvant accueillir un seul canapé et une télévision. Les murs étaient peints dans des tons neutres de beige et de blanc, la moquette portait les traces des locataires précédents et les appareils électroménagers étaient vieux mais fonctionnels. Marcus avait soigneusement choisi l'emplacement, recherchant des quartiers où son histoire semblerait plausible et où sa présence n'attirerait pas une attention excessive. L'immeuble abritait un mélange de jeunes professionnels, de retraités et de familles, créant une communauté où chacun s'occupait de ses affaires tout en conservant la convivialité décontractée qui caractérisait la vie de banlieue de la classe moyenne.
Ces nouveaux voisins étaient exactement le genre de personnes avec lesquelles il avait perdu contact lors de son ascension vers la richesse. Sarah, de l'appartement 3B, travaillait comme infirmière à l'hôpital local et rentrait souvent épuisée après des gardes de 12 heures. Tom et Linda, de l'autre côté du couloir, étaient des enseignants à la retraite qui passèrent leur soirée à s'occuper d'un petit jardin dans la cour de l'immeuble. Le jeune couple du 2A économisait pour son mariage, budgétisant soigneusement chaque dépense tout en conservant des projets optimistes pour son avenir. C'étaient des gens qui s'inquiétaient des réparations de leur voiture et des factures d'électricité, qui célébraient les petites victoires et se soutenaient mutuellement dans les défis quotidiens. Marcus se surprit à s'intéresser sincèrement à leur vie, à leurs difficultés, à leurs sources de bonheur. Lorsque la voiture de Sarah tomba en panne, tout l'immeuble sembla se mobiliser pour l'aider, lui proposant de la conduire et lui donnant des conseils mécaniques. Lorsque Tom et Linda célébrèrent leur 40e anniversaire de mariage, les voisins apportèrent des plats faits maison pour une fête improvisée dans la cour. Ce sentiment de communauté était quelque chose que Marcus n'avait pas connu depuis son enfance, avant que la richesse ne l'isole derrière des portails et des systèmes de sécurité. Son immeuble abritait des dizaines de personnes fortunées, mais il ne se souvenait d'aucun exemple d'interaction sincère entre voisins. Les gens se saluaient poliment dans les ascenseurs et maintenaient une distance sociale appropriée. Mais il n'y avait pas de véritable lien, pas d'intérêt commun pour le bien-être de chacun. Vivre sous le nom de Michael Miller obligeait Marcus à participer à cette communauté d'une manière à la fois gênante et enrichissante. Il aidait Sarah à porter ses courses sur 3 étages lorsque l'ascenseur était en panne. Il acceptait l'invitation de Linda à se joindre à leur fête d'anniversaire, apportant un gâteau acheté en magasin qui semblait embarrassant par rapport au gâteau fait maison des autres voisins. Il écoutait avec un intérêt sincère les projets de mariage du jeune couple, leur donnant des conseils tirés de son expérience professionnelle, mais présentés avec soin comme relevant du bon sens plutôt que de l'expertise. Chaque interaction lui apprenait quelque chose de nouveau sur les relations humaines authentiques. Ces personnes s'entraidaient non pas parce qu'elles attendaient pour quelque chose en retour, mais parce qu'elles estimaient que c'était la bonne chose à faire. Elles faisèrent la fête ensemble parce que le partage de la joie multipliait leur bonheur individuel. Elles se soutenaient mutuellement dans les moments difficiles parce que la communauté rendait les fardeaux plus supportables. Le contraste avec son ancien cercle social était frappant et troublant. Marcus s'est rendu compte que ses riches associés fonctionnaient selon des règles complètement différentes, où chaque faveur impliquait des obligations et chaque célébration servait des objectifs stratégiques. Les émotions sincères avaient été remplacées par des performances calculées et les préoccupations authentiques masquées par l'intérêt personnel. Sous le nom de Michael Miller, il a connu des relations basées sur l'égalité plutôt que sur la hiérarchie. Ses voisins ne lui témoignaient pas de déférence et ne rivalisaient pas pour attirer son attention. Ils l'acceptaient comme un membre à part entière de leur communauté, quelqu'un qui partageait leurs difficultés et contribuait à leur bien-être collectif. L'absence de faux-semblants était à la fois rafraîchissante et stimulante, le forçant à interagir avec les gens en fonction de sa personnalité plutôt que de son statut. 3 jours après avoir commencé sa nouvelle vie, Marcus a reçu un SMS qui allait lancer son expérience. Sophie avait fait des recherches approfondies sur le Miller Research Group et avait décidé d'accepter son offre. Son message était bref et professionnel, mais il pouvait sentir sa méfiance persistante derrière le langage formel. Elle voulait se rencontrer dans un lieu neutre pour discuter des détails avant de s'engager pleinement à participer. Ils convinrent de se retrouver dans un petit restaurant près de l'université, un endroit qui servait des plats corrects à des prix raisonnables à une clientèle d'étudiants et de professionnels locaux. Marcus arriva en avance et choisit une table dans un coin qui leur permettrait de discuter en toute intimité, tout en lui permettant d'observer le comportement de Sophie dans un environnement différent de celui du restaurant où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Elle entra à l'heure pile, vêtue de vêtements décontractés qui suggéraient qu'elle venait directement d'un autre travail. Son apparence était soignée mais économique, chaque choix reflétant la gestion budgétaire prudente d'une personne vivant au jour le jour. Elle scruta le restaurant jusqu'à ce qu'elle l'aperçoive, puis s'approcha avec la même démarche confiante dont il se souvenait au restaurant. « Michael », dit-elle en lui tendant la main pour le saluer. Sa poignée de main était ferme et directe, sans intimidation face au cadre professionnel, ni tentative de projeter une fausse confiance. « Sophie, merci d'être venue. J'espère que vous avez eu l'occasion de vous renseigner de manière approfondie sur notre entreprise. »
Le simple geste de Sophie, qui s'était glissée sous une banquette de restaurant pour trouver le portefeuille d'un inconnu, avait déclenché quelque chose de bien plus grand que ce qu'ils auraient pu imaginer. Le parcours de Marcus Miller, qui passa du statut de milliardaire cynique à celui de Michael Miller, citoyen ordinaire, allait remettre en question toutes ses convictions sur la nature humaine et les relations authentiques. Dans un monde où la richesse érige souvent des barrières entre les gens, il faut parfois tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment. La véritable expérience ne consistait pas à étudier la gentillesse mais à la redécouvrir. Car la bonté humaine authentique n'a pas besoin d'une étiquette de prix. Elle a juste besoin d'être reconnue.